Bonjour, et bien aujourd'hui nous avons la chance d'avoir le docteur Assiag, que nous avons déjà interviewé l'année dernière d'ailleurs, qui est vice-président de la Société française de cardiologie. Fédération, pas Société française. Fédération française de cardiologie, pardon. Ah oui, mais enfin il y a tellement de sociétés en France. Parce qu'il y a une petite antinomie entre les deux. Voilà, et donc qui va nous parler de l'incidence du diabète, parce qu'on parle beaucoup du tabac, effectivement comme premier facteur de risque, d'ailleurs zéro tabac ça doit être notre leitmotiv, mais aussi peut-être zéro sucre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Assiag? Ah oui, zéro sucre certainement, ça fait partie d'un des facteurs de risque importants. Et on a trois facteurs de risque, on a le tabac, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Donc chez ces patients, on estime que contrôler le diabète est un élément qui va permettre d'améliorer le pronostic de ces patients. Alors donc, vous dites par exemple, la femme 45-50 ans, c'est la cible. Alors la femme 45-50 ans, c'est la cible. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est une femme qui est stressée, qui travaille beaucoup, qui travaille à la maison également, qui risque d'avoir éventuellement un syndrome dépressif associé et qui malheureusement a pris du poids et malheureusement fume. Et ces deux facteurs de risque associés, si vous voulez, si on rajoute éventuellement un diabète de type 2 débutant, va faire en sorte qu'elle va être une patiente à très haut risque cardiovasculaire, le très haut risque cardiovasculaire pouvant se concrétiser par malheureusement l'infarctus du myocarde, qui est tout à fait délétère sur ce terrain. Et alors donc c'est la consommation de sucre qui crée le diabète ou c'est un facteur génétique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un facteur de génétique associé, bien entendu. Il y a la consommation de sucre, il y a l'environnement, le fait qu'on mange vite, qu'on mange beaucoup trop peut-être, certainement, qu'on mange vite, qu'on mange beaucoup trop et que malheureusement, si vous voulez, on ne se fait pas attention à soi-même. On vit actuellement dans un monde un peu désordonné, où on court toute la journée, et malheureusement les hommes comme les femmes sont à risque de diabète, tout comme ils sont à risque malheureusement d'avoir une addiction sous forme de tabac, d'avoir du cholestérol ou d'avoir une hypertension artérielle associée. Alors vous dites que le sucre comme le tabac c'est stress-lytique. Pardon, je vais y arriver. C'est-à-dire que c'est suppression du stress. Oui, donc le stress associé, si vous voulez, c'est pas un véritable facteur de risque, le stress, c'est un marqueur de risque, mais associé aux 4 facteurs de risque qu'on vient de voir actuellement, ça, malheureusement, ça risque d'entraîner, si vous voulez, une perturbation métabolique et qui va entraîner une augmentation des hormones qu'on appelle catécholamines, qui vont accélérer donc le rythme cardiaque, faire monter la tension et qui est associé aux autres facteurs de risque, peut être un déclencheur, si vous voulez, d'une maladie cardiovasculaire. Alors est-ce qu'il vaut mieux doser son sucre que son cholestérol ou non? Mais il faut doser les deux en fait. Je pense qu'à partir de 45-50 ans, il est impératif que tout patient aille faire une consultation chez son médecin généraliste, qui va l'orienter chez le cardiologue en cas de nécessité. Dans tous les cas, cette consultation doit comprendre un examen clinique, une prise de tension, un bilan sanguin, si vous voulez, approprié, et à partir de ça, le médecin traitant, médecin généraliste, va pouvoir orienter le patient vers un cardiologue, si bien entendu on trouve une hypertension artérielle, un diabète associé, voire un tabagisme aussi, et tout ceci va faire en sorte qu'on va protéger le patient à partir d'une consultation de prévention qui va lui permettre d'évaluer ses facteurs de risque pour prévenir une maladie cardiovasculaire. Alors prévention, vous avez dit. C'est-à-dire que est-ce que vous voyez de plus en plus de diabétiques dans votre clientèle? De plus en plus. Là, dernièrement, je me suis amusé à recenser mes 100 derniers patients, à l'occasion d'une étude. Et sur les 100 derniers patients, dites-vous bien qu'une chose, j'avais 75 hypertendus et j'avais 25 diabétiques. Donc c'est énorme. J'avais 25% de ma consultation, de tout venant, qui était diabétique, associé ou pas à une hypertension artérielle, associé ou pas à un autre facteur de risque que sont le cholestérol et le tabac. Et alors, au point de vue prévention, est-ce que vous faites une prévention pour les sujets plus jeunes? Au niveau de la fédération, par exemple. Alors, au niveau de la fédération, en effet, on s'occupe beaucoup des parcours scolaires. Les parcours scolaires, c'est un parcours chez les collégiens qui permet d'informer les collégiens sur les facteurs de risque et surtout deux facteurs très importants, faire en sorte qu'ils mangent mieux et surtout qu'il y ait une activité physique adaptée et régulière. Et ça, ces deux éléments-là, associés au fait qu'ils doivent faire attention à leur santé, bien qu'ils soient jeunes, est très important pour l'avenir. Et aussi qui ne fument pas, peut-être. Ah, mais bien entendu. On a un atelier qui s'appelle Zéro Tabac. Donc Zéro Tabac, c'est-à-dire qu'on a un slogan qui est 0, 5, 15, en fait. C'est Zéro Tabac, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique tous les jours. 0, 5, 30. Alors, pour avoir ces parcours scolaires, comment doit-on faire si on est directeur d'établissement, par exemple? Un directeur d'établissement, ils se mettent en contact avec nous. On a un programme pédagogique qu'on leur confie. À partir de ça, ils mettent en place avec nous les parcours scolaires. Actuellement, on a eu l'an dernier 400 000 collégiens qui ont participé en 2018 avec la fédération et en
en relation, bien entendu, avec l'éducation nationale, à ces parcours scolaires. Associé aux 200 parcours scolaires qu'on fait habituellement pour les adultes, ça fait 600 000, donc 600 000 patients et enfants qui ont participé à ces parcours scolaires et à ces parcours du cœur. On estime que l'an prochain, notre ambition est de monter à 1 million à la fois d'enfants et d'adultes pour les parcours scolaires et les parcours du cœur. Alors vous leur apprenez à mieux manger, à éviter les facteurs de risque, et est-ce que vous leur apprenez aussi les gestes qui sauvent, l'utilisation... Vous m'avez précédé, les gestes qui sont capitaux en fait. On les fait bien entendu pour les adultes, mais on les fait maintenant de plus en plus pour les enfants. Et ils sont vraiment très intéressés aux gestes qui sauvent parce qu'ils ont l'impression d'être utiles à la société. Et on a même vu dernièrement un fait divers où un jeune enfant avait réussi à sauver son père, non seulement parce qu'il avait essayé de masser, mais surtout parce qu'il avait appelé le 15 le plus rapidement possible, il avait sauvé son père. Et les défibrillateurs, on en met partout, mais est-ce que tout le monde sait s'en servir? Alors justement, c'est le but des gestes qui sauvent, c'est faire un apprentissage aux citoyens. Cet apprentissage doit être fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec un petit film de rappel qui lui permet de savoir comment est-ce qu'il a procédé et comment est-ce qu'il faut procéder pour la suite. Donc, on joint la Fédération française de cardiologie. On joint à la fédération avec le logo qu'on a et puis bien entendu fede.com. Et puis à ce moment-là, on peut à partir de la fédération, trouver des ateliers qui vont vous permettre de faire un apprentissage gestes qui sauvent et de sauver des gens. Aussi bien dans la rue que éventuellement à domicile, malheureusement, parce que les arrêts cardiaques se font de plus en plus à domicile. Donc il convient que tout citoyen sache procéder à partir des gestes qui sauvent et sauver les vies humaines. Eh bien, merci beaucoup, docteur Asiag.